J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits. نفس الشمس بتشرق علي وعليك، نفس النجمة بعيونك بتضوي بعينيك. Solidariedade constrói amizade até sem querer. Faz com que a vontade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver. La grande vue nous a plongé dans sa cohue dehors. Y a pas Et voilà également le père Hugo qui nous propose une réflexion. Ce sera sans doute une source d'ailleurs de questionnement dans un instant. Isabelle Bonic-Lavry, en vous souhaitant le bonjour tout d'abord. Je rappelle qu'en 2015, puisque vous êtes réalisatrice, vous avez réalisé Trop noir pour être française, point d'interrogation. Et c'est évidemment très important. Aujourd'hui, votre réponse serait ? J'ai écrit ensuite un livre qui portait le même titre et j'ai enlevé le point d'interrogation, donc je pense que ça vaut la réponse. Effectivement. La réponse tient dans cet espace. Lorsque vous lisez cette phrase de Victor Hugo, j'ai dit l'égalité, pas l'identité, est-ce que nous souffrons de trop de recherche d'identité ? Tout dépend du point de vue dans lequel on se place. C'est vrai que je viens de Paris, je viens de France, et en ce moment, il y a tout un débat justement sur l'identité. Alors, d'une part, entre ceux qui, on va dire, s'interrogent sur les racines de l'identité française et la rattachent donc à un patrimoine européen, chrétien, blanc. Et aussi, on se rend compte que dans le même temps, il y a toute une critique qui est adressée aux minorités ethniques qui sont en quête d'identité. On leur reproche d'être identitaires et donc de ne pas se fondre dans le creuset universaliste français. Et je trouve cette position extrêmement dangereuse. Alors c'est vrai qu'on est sur une crête. À la fois, je trouve qu'il est légitime de pouvoir se réclamer de son identité et voire d'identité plurielle, et que cela n'ôte en rien son appartenance à une société. D'un autre côté, effectivement, il faut arriver à ce que cette recherche d'identité n'enferme pas et qu'après ça ne fasse pas des communautés qui ne communiquent pas entre elles ou qui se dressent les unes contre les autres. Oui, c'est un peu ce que finalement Amin Malouf avait tenté d'investiguer, assez brillamment d'ailleurs, dans Les identités meurtrières, lorsqu'il l'avait publié. Isabelle Bonic-Lavry, j'ai trouvé, vous me direz si c'est vrai, évidemment, dans vos éléments biographiques et autobiographiques, qu'à 6 ans, vous allez découvrir, en fait, en quelque sorte, par le regard de l'autre, que vous êtes noir parce qu'en fait, vous souhaitez incarner, si j'ose dire, Marie dans la crèche vivante de votre école, et on vous dit tu seras plutôt finalement Balthazar, le roi mage venu d'Afrique. Oui, c'est vrai que c'est un souvenir prégnant parce que comme je pense tout être humain et tout enfant, on ne se regarde pas par rapport à la couleur de sa peau. Pour moi, j'étais marron, comme disent les enfants. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, il y a une assignation qui m'est faite et que je trouvais d'autant plus violente qu'on m'obligeait à incarner le rôle d'un garçon. Donc ça voulait dire qu'en fait, ce que j'étais, moi, Isabelle, en tant que petite fille, était niée par cette couleur de peau qui, tout d'un coup, dans le regard, effectivement, des autres, de mes enseignants qui étaient blancs, et dans une classe et dans une école où il n'y avait quasiment pas d'enfants noirs, j'étais l'une des seules, parfois on était 2, tout d'un coup, cette couleur prenait toute la place. Et ça, c'est le problème. Et c'est ce que dit très bien Pape Diaye.
dans ses écrits. C'est qu'à la fois, quand on est noir, on ne veut pas être vu en tant que noir, uniquement réduit à ça, et en même temps, on veut aussi pouvoir exister dans sa multiculturalité. Donc à nouveau, c'est un chemin assez étroit. Je poursuis sur quelques éléments de biographie avant, bien sûr, d'entamer le même type d'exercice avec Hassan Gerfi à travers la trajectoire de son fils et la trajectoire du combat qu'il mène maintenant pour déboucher sur la nature des solidarités. Isabelle Bonnick-Lavry, vous avez évidemment dans vos ascendants d'autres personnalités à cet égard tout à fait importantes et intéressantes. Votre grand-père, devenu magistrat de la République dans les années 30, si je ne m'abuse, qui va épouser une jeune fille de Gaillac. C'est la première femme de sa ville à épouser un noir. Qu'est-ce qu'ils vous en ont transmis comme message? Comment cela s'est-il déroulé? Quel a été le ressenti? Magistrat de la République, à la fois. Alors c'est une histoire assez exceptionnelle. Je pense que qui prend ses racines en Afrique. Donc en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est colonisée par les Français à la fin du 19e siècle. La famille de mon grand-père était une famille de chefs, donc ils avaient l'habitude d'exercer le pouvoir. Ils se trouvent privés d'une grande partie de leurs prérogatives, et je pense qu'ils ont cette intuition, cette compréhension très rapidement que les rapports de force ont changé, et que désormais, s'ils veulent pouvoir, oui, d'une certaine manière, maintenir part de pouvoir, il leur faut acquérir les armes du colon. Et donc ils décident à leurs frais, en se cotisant, et ils vont faire des sacrifices comme ça pendant très longtemps, parce que mon grand-père va faire de longues études. Ils décident de l'envoyer à leurs frais en France. Il faut savoir qu'à l'époque, en Côte d'Ivoire, il n'y avait même pas d'enseignement secondaire pour les Africains. Donc c'était vraiment exceptionnel. Lui, il est parti à l'âge de 15 ans, il est arrivé en France, il a fait tout son secondaire, et ensuite, comme il avait promis à sa famille d'être avocat, il a fait des études de droit, et en fait il a choisi la magistrature, et il a tenu à travailler en Afrique. Donc il était dans une situation assez paradoxale où il était juge français mais noir en Afrique, dans des pays colonisés par la France. Et donc effectivement, moi, ça m'a permis très jeune d'avoir un sentiment. Disons que je ne me suis jamais sentie inférieure parce que noire. J'ai été infériorisée très souvent, mais je ne me suis jamais sentie inférieure parce que l'histoire de mon grand-père, l'histoire de ma famille était celle d'une revanche sur le colon, était celle de l'affirmation d'une forme de fierté. Et effectivement, mon grand-père étudiant en France, assez logiquement, il est tombé amoureux d'une Française qui a eu le courage de braver les préjugés de sa famille et de tout quitter pour le suivre en Afrique. Et donc c'était aussi une situation extrêmement atypique dans cette société coloniale, de cette femme blanche avec cet homme noir. Elle a subi beaucoup de racisme, en général de la part des Français. Et elle a toujours eu effectivement beaucoup de dignité face à ça. Et donc c'était un peu une sorte d'utopie à eux deux, d'une sorte d'utopie post-raciale où en fait on aurait dépassé les tensions. Et c'est vrai que moi je pense que ça a entretenu une forme d'illusion chez moi quand j'étais jeune, celle de croire qu'on pouvait effectivement vivre comme ça. Et l'expérience que j'ai faite ensuite adulte, c'est d'être en France et d'être toujours ramenée effectivement à ma couleur, à ce statut de noir, entre guillemets. On va y revenir dans un instant. J'accueille également Hassan Gerfi. Bonjour, Hassan Gerfi. Je n'ose pas dire que votre histoire commence, parce qu'évidemment votre histoire commence bien avant, mais votre histoire publique va hélas commencer, on va dire autour de ce 22 avril 2012 maudit, où votre fils Ihsan, jeune homme homosexuel, sort d'un bar ici à Liège, est vu pour la dernière fois dans une voiture avec 4 individus qui vont, c'est prouvé par le procès maintenant, le torturer, le maltraiter, le violenter, l'humilier,
et le laisser agonisant pendant plusieurs heures. Le procès a condamné plusieurs à la réclusion perpétuelle et un autre à 30 ans. Vous avez souhaité, Hassan Jarfi, faire à travers la fondation Ihsan Jarfi, un acte positif d'une barbarie. Quel a été le ressort pour cela? Et ma deuxième question, comment avez-vous en son temps, vous, dans votre intimité, reçu l'annonce de l'homosexualité de votre fils, qui n'est pas simple à recevoir, quel que soit le milieu? Oui, bien entendu, le souvenir, bon, il reste au niveau sentimental ce qu'il peut représenter, mais vous avez parlé de la fondation. La fondation n'est qu'une concrétisation de cette solidarité, et la solidarité ne peut exister que lorsqu'il y a liberté. La liberté, je suis libre, mais en même temps, pour défendre ma liberté, je dois reconnaître la liberté des autres. D'où le principe de l'égalité. Et c'est à ce moment-là que se transforme la solidarité qui vient concrétiser et faire exister ces deux valeurs-là, qui sont la liberté et l'égalité. Je ne peux pas rester libre en défendant rien que mon identité. Pour que mon identité puisse exister, elle a besoin de la solidarité des autres pour la protéger et la défendre pour qu'elle puisse exister. Or, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que dès notre enfance, dès notre naissance, nous avons une identité. Et cette identité, si elle s'écrit sur le papier, elle s'écrit aussi dans notre histoire. Et nous sommes appelés à la continuer et à la développer. Mais arrive un moment où on se rend compte que notre identité, celle que nous sommes appelés à apporter, est différente de celle qu'on nous a assignée. Se pose le problème de la société. Devant la rigueur et la rigidité de la société, je veux dire de l'inhumanité des hommes envers leurs congénères, on devient peureux. Et on a peur. Pourquoi? Parce que tout le monde s'attend à ce que vous soyez tel qu'on vous a tracé, tel dans le chemin qu'on vous a tracé dès votre naissance. Et comment on trouve cette différence-là? Eh bien, on joue le jeu du plus fort, parce qu'on pense que celui qui est le plus fort, c'est celui qui est plus fort physiquement, c'est celui qui est majoritaire, et on se cache. On se cache dans une frayeur qui pourrait être le travail, qui pourrait être toute une autre activité, mais on ne fait que jouer ce jeu-là en participant à l'inégalité. Or, ce qu'il faudrait, c'est justement prendre le taureau par les cornes et commencer à dire, voilà, je suis différent, mais en même temps, s'il y a une inégalité, c'est une fausse inégalité parce que nous sommes tous égaux et nous partageons tous un champ qui est le champ de la vie, des vivre ensemble. Et c'est pour cela que la Fondation existe pour justement concrétiser ce principe d'égalité, de liberté, par la solidarité et notamment par la création du refuge. Oui, qui est une fabuleuse réponse à l'horreur qui a été infligée à Ihsan. Mais Ihsan lui-même, puisqu'il avait 32 ans lors de son décès, comment vivait-il cette homosexualité de manière ouverte, familiale, par rapport au réseau d'amis, par rapport à sa ville? Oui, Ihsan, je pense que vers l'âge de 12-13 ans, il avait pris conscience de son homosexualité. Et comme il avait 4 frères et sœurs, je remarquais la différence dans le comportement d'Ihsan. Il s'effaçait légèrement. Je pense que c'est à la découverte de son identité. Mais moi, j'expliquais cet effacement par une concurrence de la fratrie pour savoir qui sera le plus proche des parents, qui sera le meilleur dans la famille. C'est comme ça que je l'ai expliqué. Or, ce n'était pas le cas. C'était plutôt la découverte d'une identité qui n'est pas attendue. Par la suite, je pense que c'est sa sœur, la première, et ça je l'ai appris très très tard, qui a découvert une lettre dans sa chambre. Et lui-même, il a trouvé sa sœur découvrir cette lettre-là, et il y a eu un moment de pleurs entre les deux, mais chacun a gardé le secret de l'autre. Quelques années plus tard, moi-même je l'ai appris par, je ne vais pas citer le nom, mais un garçon qui travaille ici dans une salle de sport au centre-ville.
et qui était en même temps sorteur dans une boîte, il m'avait dit, tu sais Hassan, ton fils, il a fait des dégâts hier parce qu'il avait un peu trop bu et dans cette boîte-là, il a fait des... Et je suis venu le trouver pour lui dire, fais attention, je connais ton papa. Ben, tu sais bien qu'il est homosexuel. J'ai dit oui, j'avais des doutes, mais j'ai gardé le secret aussi jusqu'à la fin. Plus tard, Ihsan quittera la maison et il va vivre avec son ami. Ils vont partager une maison ensemble. Et de là, il sait que nous savons, mais personne n'a jamais parlé de l'homosexualité. Et d'ailleurs, ses sœurs non plus n'ont jamais parlé de leur relation. On va dire que le fait d'avoir une vie affective était un peu tabou. Mais il faut absolument que l'identité se développe et change. Moi-même, avec tout ça, j'ai découvert beaucoup de choses et ça m'a permis de revoir mon identité. À l'une et à l'autre, d'abord en vous remerciant évidemment déjà de ces témoignages, je voudrais alors poser la question de savoir si la loi, parce que dans les domaines du racisme, de la discrimination, des discriminations, tant en France qu'en Belgique, on peut l'espérer un peu partout en Europe, même si on peut avoir de grandes craintes pour l'instant dans l'espace européen, mais la loi vient normalement réprimer les abus en matière de racisme, de xénophobie ou de différentialisme sur le plan des discriminations. Est-ce que vous pensez que la loi est utile, indispensable? Est-ce que c'est la bonne réponse? Isabelle Bonny-Claverie? Elle est nécessaire, elle est effectivement indispensable. Je pense que le fait en France, donc c'était dans les années 90, en 91 me semble-t-il, que l'inscription dans la loi de la lutte contre les discriminations, du fait que ça devenait un délit et que ces discriminations étaient listées, que ce soit l'origine, la sexualité, le genre, l'apparence physique, tout était vraiment détaillé. Je pense que ça a vraiment permis de faire sujet, de faire débat dans l'espace public et donc de faire un petit peu évoluer les mentalités. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que la loi est insuffisante parce que les lois existent, que ce soit contre le racisme, que ce soit contre les discriminations. Les recours existent, on peut même maintenant faire des classes actions, mais c'est aux personnes discriminées d'apporter la preuve de la discrimination, et on sait bien que c'est souvent extrêmement difficile. Et donc, la loi me paraît très insuffisante. Et maintenant, ce qui compte, c'est effectivement l'action politique. Et sur ce sujet-là, sur le sujet des discriminations, notamment donc lié à l'origine, puisque c'est le sujet sur lequel je travaille, on voit bien qu'il n'y a pas de volonté politique réelle. Alors, il y en a un peu plus sur les discriminations liées à l'orientation sexuelle, sur la parité. Je pense que ce sont devenus des sujets politiquement corrects aujourd'hui en France, et en tout cas suffisamment admis par l'opinion publique pour qu'il y ait une forme de consensus. Alors ça n'empêche pas l'homophobie, ça n'empêche pas le sexisme, mais en tout cas il y a un consensus. En revanche, sur ce qui est des origines, on voit que ça reste un sujet extrêmement tabou et que là il y a une grande frilosité, voire un refus de la part des différents gouvernements de s'emparer de ce sujet. Et au contraire, on se rend compte qu'il y a une crispation qui se fait de plus en plus dans la société française, dont le vecteur principal est l'islamophobie, qui est une autre façon, en fait, tout simplement de nommer le racisme contre les personnes arabes, mais il se fait par le biais d'une religion, auquel d'ailleurs ils n'adhèrent peut-être pas tous, mais en tout cas c'est ce biais-là qui est retenu et qui a vraiment un discours d'une extrême violence sur le prétendu communautarisme des minorités. Et donc il devient extrêmement difficile de porter justement un discours de solidarité réelle
Et je trouve qu'on est dans un contexte vraiment inquiétant où on voit que l'actuel président de la République, alors qu'il y a déjà eu une loi sur l'immigration qui date d'à peine un an, remet ça encore sur le tapis pour à nouveau encore rogner les droits des personnes migrantes, et tout ça avec un objectif électoraliste qui est de plaire à, on va dire, ce qu'on désormais en France on appelle les petits blancs, qui seraient effectivement des personnes de classe populaire exclues par la mondialisation, qui se sont effectivement très fortement exprimées à travers la crise des Gilets jaunes. Et effectivement, ces personnes ont de réels motifs d'inquiétude et ont besoin qu'on leur réponde. Mais la réponse est extrêmement démagogique, et là où au contraire où il faudra apporter de la compréhension, du dialogue et effectivement plus de solidarité, non, on va dans le sens de l'extrême droite et on renforce encore leur peur et donc les scissions qui se font dans la société. C'est évidemment très important et intéressant pour le Centre d'action laïque lui-même d'engranger de rencontre en rencontre pendant ces journées, des appréciations qui peuvent être parfois différentes d'un certain nombre de sujets, ce qui permettra à chacune et à chacun, évidemment, de se forger progressivement sa propre conscience et sa propre réactivité. Hassan Jarfi, est-ce que la loi peut suffire? J'ajouterai à cela ce que vous disiez lors de la fondation et que vous venez de nous rappeler d'ailleurs. Vous dites jusqu'à la mort d'Hissène, je me suis tu, dorénavant je ne me tairai plus. Est-ce que la parole sera plus féconde et plus forte que la loi? La loi a sa place, bien entendu, mais elle n'est pas suffisante. Et quand on parle de la loi, bien sûr, on ne parle que d'une seule, c'est celle qui décriminalise l'homosexualité, et non pas le contraire. Parce que la loi, quand elle existe dans des pays où on condamne l'homosexualité, elle encourage l'homophobie, donc elle va à contresens de la vie dans la société. Quand la loi n'existe pas, elle permet un débat, en tout cas elle permet l'existence et la création de cette loi-là. Mais quand la loi décriminalise l'homosexualité et qu'elle condamne encore plus l'homophobie, bien entendu, sa place est là, elle est justifiée et elle va décourager pas mal d'actions homophobes. Mais ceci dit, elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que ce n'est pas au nom de l'article 325 du Code civil, qu'est-ce que j'en sais, que je vais dire à mon fils, oui, au nom du Code civil, je vais te permettre de rester homosexuel. Non, il y a quelque chose qui transcende. Tout ce règlement-là, toute cette loi-là, c'est tout simplement les valeurs, c'est tout simplement la dignité et l'être humain. Donc si on arrive un petit peu à changer cette matrice qui se trouve dans l'homme et qui fait qu'il devient plus humain que ce qu'il n'est, ce sera beaucoup plus important, et c'est le rôle justement de l'école et c'est le rôle de la famille principalement. Je voudrais m'attarder très brièvement sur un point quand même, Hassan Jarfi, parce qu'il me semble relevant. Les 4 sordides assassins de votre fils, je pense que ça doit être dit parce qu'on aurait une tendance peut-être à vouloir imaginer qu'avec le nom et le prénom et les origines, il aurait pu être victime de manière justement communautaire d'une forme de rejet, on va dire, d'une culture arabe qui ne supporterait pas ou qui serait homophobe. 3 sur les 4 des assassins de votre fils sont ce qu'on va appeler, pour reprendre votre expression, des petits blancs bleus belges. Évidemment, il y avait 3 sur 4, mais le 4e aussi était d'origine de confession musulmane, je pense, mais apparemment il n'était pas pratiquant, mais qui pouvait se prévaloir de la religion pour devenir homophobe, pour justifier l'homophobie. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est homophobe, on utilise tout ce qu'on trouve à la portée de sa main pour justifier son acte homophobe. Et le fait d'appartenir à une communauté ou à une religion peut renforcer cette homophobie. Mais ceci dit, je pense que le débat contre l'homophobie est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus vivant dans les sociétés qui ne sont pas musulmanes. Je voudrais
pour l'une et pour l'un, vous posez la question en mettant évidemment les guillemets autour de l'expression elle-même, parce que c'est précisément sur cette expression que je vais vous demander votre sentiment, ce mot qu'on utilise d'intégration, une espèce d'assignation à l'intégration. Homo intègre-toi, noir intègre-toi, musulman intègre-toi, enfin bref, ce concept d'intégration, positif, négatif, difficile, Isabelle Bonic-Lavry. Je suis violemment contre ce mot. Je n'ai pas à m'intégrer dans mon propre pays. Donc c'est une injonction qui est profondément discriminante, qui dit qu'en fait on n'est pas tout à fait de la société à laquelle on appartient et qu'il faudrait qu'on donne des preuves supplémentaires de sa citoyenneté. Je veux dire, comme le dit très bien le sociologue Éric Fassin, on est français, on est d'un pays par le droit du sol ou du sang. Voilà, à partir du moment où on a ces papiers d'identité, on est de ce pays et on n'a rien d'autre à prouver. Donc, moi, je ne veux pas, je refuse ce mot qui n'est que la version édulcorée du principe d'assimilation qui remonte à la colonisation en ce qui concerne la France, où effectivement il y avait cette volonté d'assimiler les peuples colonisés. Puis à un moment, la doctrine a changé parce qu'ils se sont rendus compte que quand même assimiler, c'est-à-dire rendre de culture et d'histoire française des centaines de millions de personnes, ça allait être un peu compliqué. Donc du coup, ils se sont dit effectivement, on ne va assimiler que les meilleurs d'entre eux, ceux qui nous semblent avoir les capacités de... Et effectivement, moi, enfant, cette injonction d'assimilation, dans ma jeunesse, elle était extrêmement présente. Et elle rendait très difficile le fait d'exister dans ce que je suis, parce que j'avais toujours effectivement le sentiment que si je revendiquais une part de mon africanité, je rejetais la part française, je ne m'assimilais pas, je n'étais pas une bonne française, et que au fond, si je subissais du racisme, c'était sans doute parce que je n'avais pas réussi à être suffisamment française. Mais jusqu'à quel point on va vous demander de faire la preuve de votre citoyenneté? Je veux dire, et surtout quand on est noir, c'est quelque chose, ça se voit tout de suite. Donc on ne va pas effacer la couleur de notre peau. Simplement, au contraire, le travail, il doit se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire à la société, à l'ensemble des Français, de pouvoir accepter qu'aujourd'hui, être français, ce n'est plus simplement une question d'origine et d'origine européenne, qu'il y a des Français effectivement de toutes sortes, que la France a une histoire qui est liée à l'esclavage, une histoire qui est liée à la colonisation, qu'elle a eu besoin de ces peuples qui ont fait sa richesse, qui ont fait sa force, qui l'ont sauvé pendant les guerres mondiales, et qu'aujourd'hui, ses descendants, et oui, certains sont français et ils le sont au même titre que les autres, et il n'y a pas ni d'excuses à avoir, ni de preuves à donner. Voilà. Hassan Jarfi, intégration, et avec votre propre témoignage, vous êtes né en 1953 au Maroc, père berbère, mère arabe, vous le dites vous-même, coincé entre un cimetière juif, une mosquée et une cathédrale. Ce mot intégration, il résonne comment pour vous? Il me dérange beaucoup, pour la simple raison que j'ai entendu parler de ce mot-là ici en Belgique, mais j'en ai entendu parler également au Maroc. Vous savez que mon épouse Nancy est liégeoise, elle est d'Outremeuse, et lorsque j'avais annoncé à mes parents que j'allais épouser une Belge, pour eux, déjà partir à l'étranger, c'est une forme de trahison. Demander la nationalité belge, c'est encore la plus haute trahison. Et même mon frère avait fait un rêve. Il avait rêvé qu'il y avait des chrétiens qui étaient en train de me prendre dans la rue et me forcer à rentrer dans une église. Donc là, ça a fait peur à toute la famille. Donc il ne fallait pas épouser Nancy.
Les poussez pas trop loin parce qu'ils vont rire beaucoup de ce que vous venez de dire là. Mais c'est une réalité, donc c'est un témoignage. Et de ce côté-ci, en Belgique, bon, il y avait la grand-mère à mon épouse qui, au réveillon du Nouvel An, je pense, il fallait toujours regarder la télévision, le beau Danube bleu, avec le service, et il ne fallait pas faire du bruit en mangeant la soupe, etc., déposer tout ça calmement. J'étais vraiment très coincé. Pourquoi ? Parce qu'on me mettait dans une case ici, on me mettait dans une autre case là-bas. Et franchement, le mot intégration, pour moi, est contraire à la liberté, il est contraire à l'égalité. C'est pour cela que c'est un mot qui me dérange. Mais par contre, je salue encore mon épouse, encore une fois, parce qu'elle, avec son amour et avec son ouverture d'esprit, elle a fait de moi ce que je suis maintenant. Et à titre d'exemple, hier, j'étais en train de feuilleter un livre dans un magasin sur les vieilles rues d'Outremeuse avec une forme de nostalgie. Voilà. Merci de ce témoignage, Hassan Jarfi. Vous l'aurez remarqué, dans la suggestion des mots-clés et des façons de les décliner pour notre échange, nous avons choisi de mettre liberté, égalité, solidarité avec un pluriel possible entre parenthèses. C'est S successif. Devons-nous les décliner au singulier ou au pluriel, ces notions-là, ces valeurs-là ? Isabelle Bonny-Claverie. Les libertés, les égalités, les solidarités, ou certains d'entre eux ? Je pense que ce sont des principes suffisamment forts pour qu'ils existent en tant que tels. La liberté vaut pour tous, l'égalité vaut pour toutes et tous, la solidarité aussi. Donc, pas de pluriel. Je ne vois pas la nécessité, à moins effectivement de s'enfoncer dans des méandres rhétoriques. La question, en vous la posant et en suggérant évidemment, si vous souhaitez réagir, Isabelle Bonny-Claverie, que vous le fassiez, c'est évidemment aussi de voir dans quelle mesure il y a du différentialisme parfois que certains imposent en disant les libertés, les égalités et les solidarités sont à géométrie variable selon l'endroit d'où l'on parle et à qui l'on parle. Hassan Jarfi. En parlant de géométrie variable, j'ai vu récemment un film qui s'appelle Iranien, dans lequel une personne athée qui vit en France, iranienne, s'est rendue en Iran et il a invité 3 ayatollahs pour vivre ensemble pendant une dizaine de jours dans une pièce. Et elle leur a dit, bon voilà, moi je suis athée, vous êtes croyants, comment allons-nous vivre ? Et on va partager la géométrie, la géographie des lieux. À partir de ce mur-là, c'est à moi, à partir de ce mur-là, c'est à vous. Les autres voulaient afficher les photos de l'ayatollah Khomeini, mais lui, il voulait afficher les photos de personnalités qu'il aimait, ils étaient contre. Il leur a dit, mais ça c'est votre terrain et ça c'est le mien. Et puis alors il voulait écouter la musique, on lui a dit non, si c'est une femme qui chante, on n'aimerait pas qu'elle chante, il faut que ça soit la voix d'un homme. Il leur a dit, mais enfin la musique c'est la musique, on lui a dit non, parce que ça va me mettre dans un état de transe qui... Alors la liberté au pluriel, je n'y crois pas du tout. Je pense que la liberté, il y a une seule liberté, c'est celle qui va nous réunir, qui va nous permettre de nous exprimer et d'exister. La même chose pour l'égalité, et grâce à la solidarité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Un dernier élément, si vous le voulez bien encore. J'ai entendu le mot école tout à l'heure. Hassan Jarfi, vous l'avez prononcé. Vous avez vous-même, Isabelle Bonny-Claverie, témoigné déjà du parcours qu'aussi bien votre grand-père, j'imagine que vos parents, vous-même, vous avez témoigné. Quel est l'outil, quels sont les outils que vous privilégieriez ou que vous attendriez que le mouvement laïque ici privilégie pour déconstruire tous ces préjugés et ces représentations auxquelles vous faites face? Je pense que déjà ce genre de rencontre est extrêmement important parce qu'il est nécessaire qu'il y ait des poches de résistance au rétrécissement ambiant et que je pense que c'est des moments aussi où on se nourrit, où on reprend des forces pour ensuite repartir dans l'action. Je ne prétendrai pas vous dire, à vous qui êtes sur le terrain, ce qu'il faudrait faire. Il me semble en effet, enfin il me semble en tout cas que oui, l'éducation est primordiale. Les représentations le sont aussi. Puisque vous parlez de l'école,
J'ai des enfants qui sont dans des écoles où effectivement ils sont minoritaires. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a quelque chose de très pernicieux. Parce qu'on est dans le non-dit. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tellement intégré qu'effectivement le racisme était une chose condamnable, qu'à part l'extrême droite, personne ne se reconnaît ouvertement comme raciste. Et parce que la majorité d'entre nous ne commet pas d'actes qui pourraient être jugés par la loi comme racistes ou de propos qui pourraient être jugés par la loi comme racistes, la majorité d'entre nous se considère comme étant non racistes. Ça ne suffit pas. Ce dont je me rends compte de façon extrêmement concrète à travers, par exemple, l'école où sont mes enfants, c'est que ça ne suffit pas parce qu'il y a un ambiant racial, je ne dirais pas raciste, un ambiant racial qui est prégnant dans nos sociétés et que ce non-dit, même des enfants, même s'ils ne sont pas en mesure de l'analyser, de le verbaliser, en sont parfaitement conscients. C'est-à-dire que toute personne qui vit aujourd'hui dans un pays européen sait, quand elle est blanche, qu'elle appartient à la majorité, sait que son identité est validée. Elle n'a pas besoin d'en être consciente, mais elle voit que pour les enfants, les dessins animés, pour les plus grands, les films, les vidéos, les personnes qu'on voit dans l'espace médiatique, les politiques, on voit bien que ces personnes-là sont majoritairement blanches, et donc quand on est blanc, qu'elles nous ressemblent. Et donc, d'une certaine façon, on est du bon côté du rapport de force. Et de la même façon, ceux qui appartiennent à des minorités en prennent conscience très très tôt. Et moi, j'ai été frappée de voir comment très très jeunes, mes enfants ont senti qu'effectivement, ils étaient minoritaires et ont émis le désir de pouvoir changer d'apparence pour pouvoir se fondre dans la majorité. Et donc le fait de considérer que si on n'est pas raciste, ça suffit, non, ça ne suffit pas. Il y a un travail à faire, mais sur chacun d'entre nous, et notamment quand on est blanc, c'est un travail à faire sur qu'est-ce que c'est qu'être blanc, qu'est-ce que c'est qu'être dans une position de fait dominante dans une société, et qu'est-ce que malgré soi on transmet de ce rapport de domination aux autres qui sont dans une position minoritaire et qui en sont eux aussi tout autant conscients. Et donc ce travail de déconstruction, ce que dans les universitaires appellent la blanchité comme thème d'étude, moi me paraît aujourd'hui primordial. On a beaucoup parlé des autres, maintenant il est important aussi de s'interroger sur soi. Hassan Jarfi, c'est toute la question du regard social. Comment répondez-vous? Quels outils faut-il, la Fondation évidemment, mais quels sont les outils que vous souhaiteriez voir activés, notamment par évidemment toute la filière et le réseau laïque? Oui, je pense que l'école fait ce qu'elle peut, mais à mon avis, l'enseignement et la réévaluation du niveau de l'enseignement serait peut-être très utile. Donc à ce niveau-là, la laïcité peut jouer un très grand rôle, mais on ne doit pas oublier les familles. Il y a un enseignement qui doit prendre en charge l'ouverture des familles vers le vivre ensemble. Je n'aime pas le mot tolérance, mais on ne peut pas enseigner quelque chose qui peut être démoli au sein des familles. Là, on ferait du surplace. Les vecteurs culturels, donc quand on parle du théâtre, de l'opéra, du cinéma, c'est très important, de la musique aussi, du conservatoire. L'enseignement de la philosophie, pour moi, est très important. Pourquoi? C'est ça qui nous permet de nous poser des questions et de réfléchir. Le vivre ensemble est une valeur intrinsèque, donc qui doit absolument être une compétence transversale à travers les médias, à travers les journaux, à travers les tribunaux.
Et à ce titre-là, j'aimerais bien vous donner juste une petite image que lorsque ces valeurs-là manquent, qu'est-ce que ça pourrait donner? On pourrait imaginer 3 personnes devant un ascenseur, un juif avec une kippa, un arabe avec une barbe, avec des yeux très perçants et un pauvre belge, on va dire, avec ces 3-là devant l'ascenseur. Chacun vient avec ses idées préconçues. Le juif avec la kippa va dire « ça y est, l'arabe, il m'a regardé, il va sûrement m'attaquer ». L'arabe regarde le belge, ça y est, c'est un kafir qui mérite d'aller en enfer, il va sûrement me faire quelque chose. Et chacun, en même temps, décide de prendre les escaliers. Alors chacun va penser que l'autre est en train de le poursuivre. Je vous laisse imaginer le résultat. Vous êtes un être fécond, Hassan Jarfi. C'est incontestable. Je voudrais vous remercier encore l'une et l'autre pour votre témoignage d'abord, votre incitation à la réflexion, certainement. Tout ceci est engrangé, retransmis d'ailleurs par ailleurs, et sera bien entendu retravaillé pour les 50 années qui viennent encore du Centre d'Action Laïque, mais dans l'immédiat certainement. Merci encore à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Merci.